Avez-vous remarqué, quand on raconte des histoires de maladies, il se trouve toujours quelqu'un pour en rajouter. Quelqu'un de plus malade ou qui a passé plus de temps à l'urgence ou qui prend plus de pilules. La santé, mais surtout la maladie, c'est le sujet de conversation favori des Québécois, après la météo et le hockey, évidemment. Et puisqu'on est tous l'hypocondriaque de quelqu'un, voici des histoires qui sont arrivées à l'ami d'un ami. Mais vous pourrez bien dire que ça vous est arrivé à vous, si ça vous fait plaisir. Notre première légende remonte à deux histoires anciennes. Une première au 19e siècle où l'action se déroulait à bord d'un bateau où plusieurs matelots seraient morts à cause des conditions d'hygiène à bord. Et une autre datant du 13e siècle au sujet d'un baril de miel qui fait l'envie d'un explorateur. Notre version à nous est beaucoup plus moderne. On a tous entendu des histoires fantastiques de gens qui découvrent des trésors cachés dans le grenier de la vieille maison qu'ils viennent d'acheter. Mais le couple dont je veux vous parler a vraiment remporté le gros lot. En plus, la maison, ils ne l'avaient même pas payée, ils en avaient hérité. C'était la maison du vieil oncle de la fille, un espèce de millionnaire excentrique qui était mort pendant l'un de ses nombreux voyages en Afrique. Tout le monde le soupçonnait de ne pas avoir gagné tout son argent très légalement. Mais pour le couple qui venait d'hériter, c'était un détail facile à balayer de la main. C'était une très belle maison, ancienne et surtout très grande, avec plusieurs pièces et raccoins cachés. Il leur faudrait bien plusieurs mois pour en faire le tour de fond en comble. Surtout qu'ils y trouvaient chaque jour des trucs fascinants que l'oncle avait rapportés des quatre coins du monde. Le vieil homme était un célèbre zoologiste. Il avait fait plusieurs recherches sur les primates. Mais c'est la visite de la cave qui les rendait très curieux. Ils se demandaient bien ce qui les attendait là. De l'or, des bijoux. Il devait bien y avoir des objets de valeur quelque part dans la maison. Ce qu'ils découvrent finalement dans un coin reculé de la cave les intrigue au plus haut point. Des barils de bois qui portent l'inscription « Alcool, Afrique, 1932 ». Comme l'oncle était un grand amateur d'eau-de-vie, le couple n'a aucun doute sur le contenu des barils. Évidemment, c'est du cognac ou un autre alcool très précieux. Il faut y goûter. Alors le gars pique un chalumeau dans le baril et y en tire un verre. C'est exceptionnel, c'est très raffiné. Un petit goût de bois, de fumée, vraiment très bon. Le couple ne va pas se priver de cet élixir. Ils le partagent même avec leurs amis chaque fois qu'ils reçoivent des invités. Si bien que quelques mois plus tard, il ne reste plus rien du précieux alcool. Ils doivent maintenant se débarrasser des barils, qui étrangement sont encore très lourds, même s'ils sont vides. Bon, c'est sûrement le poids du bois qu'ils se disent, mais c'est quand même curieux. Pour en avoir le cœur net, le gars décide de couper un baril pour voir ce qui explique leur poids. Dans le baril, et vraisemblablement dans les autres aussi, Geneviève! Geneviève! Qu'est-ce que tu fais? il trouve le cadavre d'un singe. Tout recroquevillé, bouffi, mais parfaitement conservé dans l'alcool. Pas de doute, le vieil oncle poursuivait ses recherches à la maison.
amène cette légende urbaine-là à l'époque pré-Expo 67, quand justement des gens sont arrivés au Québec et pour la première fois, parce que vous pensez que les médias n'étaient pas les mêmes, là on constatait vraiment qu'il y avait du monde qui avait des couleurs de peau pas pareilles que nous autres, qu'il y a des accents, puis que là on découvrait le monde. Et qu'on avait envie de voyager, puis que oui, on arrivait au Mexique, puis là on disait « ils boivent des verres de terre », tu sais, la tequila. Donc, quand on a commencé à découvrir la planète, ça faisait beaucoup d'informations pour les gens en peu de temps. Donc là, oui, t'aurais pu en faufiler une comme ça, une légende urbaine. Tu sais, comme là, maintenant, là, il y a des espèces de barils de bière en fût qu'on peut s'acheter. Alors là, il pourrait-il avoir quelque chose à l'intérieur? Et là, dès que tu parles d'hygiène, de salubrité, dans quelque chose qui est très contemporain, là, ça peut spinner. Commence pas à dire que telle marque de petits barils de bière en fût, il y avait telle patente morte dedans, puis que là, ça a causé genre un problème à un enfant. Et là, il commence à avoir des bons ingrédients. Et là, je sens que les courriels commencent à se renvoyer, là, rapidement. L'utilisation de l'alcool pour conserver des aliments, que ce soit des cerises dans l'alcool ou encore d'autres fruits de tout style, se fait depuis les temps immémoriaux. Les Égyptiens faisaient ça, puis ils faisaient ça aussi avec les corps. Donc, même les momies avaient, au traitement initial, après avoir enlevé, viscéré, enlevé le contenu du cerveau, tout ça, on traitait les momies en les immergeant dans l'alcool pendant à peu près une semaine. Puis par la suite, parce que l'alcool n'était pas suffisant comme fixatif naturel, il fallait après ça les remplir de sel ou d'eau salée pour vider l'eau. Donc, on se sert de l'alcool depuis des millénaires parce que c'est un bon désinfectant et que ça fixe les cellules pour les maintenir dans un certain état d'intégrité pendant de longues périodes de temps, mais rarement pendant plusieurs années. Donc, dans cette histoire, pour que ça puisse s'être passé comme ça, il aurait fallu éviscérer le singe, et enlever le cerveau, désinfecter, et enlever les poils, enlever toutes les sources de microbes ou de champignons qui résistent à l'alcool. Donc, ce qu'ils auraient vu, c'est une espèce de bouillon brun extrêmement nauséabond qui aurait été absolument horrible et en aucun cas, il aurait pu confondre ça avec un verre de whisky ou quelque chose du genre. Je croirais pas bien quelqu'un qui me conterait ça parce que je trouve que, bon, d'une part, il faut que tu achètes vraiment une très vieille maison puis il faut que la personne qui était là avant soit pas très consciencieuse d'avoir laissé cette chose-là. Bref, je trouve pas que c'est une histoire qui est très plausible. C'est une histoire qui nous montre peut-être que malgré tout, malgré toute cette société-là où on prépare tout avec des belles règles d'hygiène, on sait rarement ce qu'il y a dans notre bouffe. J'ai découvert l'histoire d'une femme qui tenait un restaurant à côté d'un hôtel. Donc, elle était copropriétaire avec son mari du restaurant et de l'hôtel. Puis cette femme-là, en faisant le ménage des chambres de l'hôtel, ramassait les restants de nourriture, les amenait dans la cuisine du restaurant, puis les réarrangeait pour les servir aux clients du restaurant. Dont, je me souviens, des morceaux de poulet qui devenaient des pâtes au poulet. Cette légende urbaine-là m'a fait penser à un article que j'ai lu récemment sur un blog de bouffe bio qui racontait, et ça, paraît-il, c'est pas une légende urbaine, que beaucoup de grandes compagnies alimentaires aux États-Unis mettaient de la cellulose dans leur bouffe. Donc, il y a plein d'aliments aux États-Unis qui sont servis avec des suppléments, entre guillemets, de cellulose. L'article avait des références, alors j'ose espérer que je me suis pas fait avoir dans une légende urbaine, moi aussi. Ça fait toujours appel à cette même peur-là, la peur qui est celle que malgré toute notre technologie, malgré le fait qu'on est dans une société où on est très propre, on fait attention à toute cette chaîne alimentaire-là, bien, il en reste pas moins qu'on a peur de s'en faire passer une. Et ça, pour moi, l'histoire du baril, du singe dans le baril d'alcool, c'est une des plus belles métaphores de ça. Si la religion est à l'origine de bien des débats et de bien des incompréhensions, un sujet sur lequel tous s'entendent, c'est l'environnement et l'importance d'éviter le déversement de produits dangereux. C'est cette préoccupation commune qui a engendré cette nouvelle légende que plusieurs ont reçue par courriel
où il est question des dangers reliés à l'utilisation du monoxyde de dihydrogène. Ce produit peut entraîner la destruction des tissus, il peut provoquer la mort par inhalation, il peut également provoquer de graves brûlures, ainsi que de la corrosion et de l'oxydation. Il a été trouvé dans des biopsies de tumeurs et de lésions précancéreuses. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que ce produit chimique est largement utilisé dans les cliniques d'avortement ainsi que dans la fabrication d'armes chimiques et biologiques. On identifie parfois ce produit par le sigle MODH. Alors soyez vigilants car ce MODH est présent dans plusieurs produits d'utilisation courante. On l'utilise fréquemment pour se brosser les dents ou pour se laver. Car MODH, c'est une autre appellation scientifique pour l'eau. Alors, c'est intéressant, ça, parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, ce en quoi on croit, c'est-à-dire un langage qui est très technique, techniciste, bien, ce langage-là peut servir aussi à nous induire en erreur. Cette légende virale aurait connu son apogée vers 1997 en Nouvelle-Zélande. Elle aurait été lancée par un élève de 14 ans dans le cadre de son cours de sciences. Et comme les légendes urbaines ont la vie dure, 10 ans plus tard, une députée de la Nouvelle-Zélande l'aurait relancée en demandant au gouvernement de faire enquête sur ce dangereux produit chimique. Après la pause, boire beaucoup de liquide, c'est pas toujours santé. Sur le web, on retrouve à la fois le meilleur et le pire. C'est là que naissent certaines légendes. Certaines d'entre elles nous incitent à prendre des mesures d'hygiène, comme par exemple, on raconte que plusieurs femmes auraient contracté une bactérie mangeuse de chair qui se serait attaquée à leurs organes génitaux. Ces femmes vivaient dans des villes différentes, provenaient de milieux différents et d'origines ethniques différentes. Bref, elles n'avaient rien en commun. La seule chose qu'elles avaient en commun, c'est que quelques jours avant le développement des symptômes, elles avaient toutes pratiqué la même activité, assez banale, c'est-à-dire aller magasiner. Et elles avaient toutes acheté le même produit qu'elles avaient toutes porté rapidement après l'achat. Et ces femmes auraient contracté la bactérie en portant des sous-vêtements neufs qu'elles n'auraient pas lavés au préalable. OK. Bon. Écoute, je suis vraiment pas un spécialiste de la bactérie mangeuse de chair, mais en fait, ce que je pense que cette bactérie-là, ce qui est la porte d'entrée de cette bactérie-là, c'est davantage des coupures ou des résultats d'une opération qui est mal faite plutôt que de la malpropreté. Alors moi, j'aurais tendance à dire que d'emblée, quelqu'un me conterait ça. Je suis peut-être mal informé, mais que la malpropreté aurait rien à voir là-dedans. Moi, ça m'a tout le temps fasciné. Qu'il faut absolument que tu laves le linge parce que sinon, il va se passer quelque chose. La réalité, c'est que il se passe pas grand-chose, outre le fait que les filles, vous avez malheureusement facilement des infections urinaires. Fait que, y a-tu arrivé un cas et des cas que des filles qui ont pris un vêtement neuf, qui l'ont pas lavé, qui l'ont porté, qui ont constaté qu'ils ont eu une infection urinaire après. Fait qu'on part d'une vérité, de quelque chose, et puis là, écoute, tu mets le microscope dessus, puis là, parce que les filles ont acheté des sous-vêtements, elles l'ont porté, là, puis là, dans tout le pays, puis là, on va... Absolument, là, ce serait plus payant si on rajoutait une marque connue. Tu sais, un Gap, Calvin Klein, une grande marque internationale, comme ça, quand ça va se promener, là, un peu partout à travers le monde, la légende, elle va continuer, puis elle va pouvoir se promener à gauche, à droite. Si j'apprenais que des amis ou des gens que je connais étaient malpropres, ben, je pense pas que ça changerait grand-chose, pourvu que j'ai rien d'intime avec ces gens-là. Ça aurait été pourtant si simple de laver les sous-vêtements avant de les porter. C'est de l'hygiène de base, non? Et l'hygiène, c'est la santé. Prenez le gel antibactérien. Il est devenu un incontournable depuis la crise de la grippe H1N1 en 2009. On en trouve partout maintenant, surtout dans les hôpitaux. Ma voisine travaille dans un hôpital et crois-moi, il s'en passe de toutes les sortes là-bas. Par exemple, on peut attraper des maladies qu'on n'avait même pas en arrivant. Il paraît que si on est faible, on est mieux de rester chez soi. Mais c'est peut-être pour ça qu'il conseille qu'on se lave les mains aux 5 minutes. Ça peut pas nuire, ça, c'est certain. Ben, imagine-toi donc qu'il y a une préposée à l'hôpital où travaille ma voisine qui s'est plaint que les patients se désinfectaient trop les mains. Oui, trop! C'est que la pauvre fille
était chargée de remplir les distributrices de désinfectants qu'on trouve à toutes les portes de chambre dans les hôpitaux. Et c'est bien pratique, ces trucs-là, mais encore faut-il qu'il y en ait du désinfectant dans la distributrice. Et du désinfectant, il n'y en avait jamais au 3e étage de cet hôpital-là. Il y a eu des plaintes et la pauvre fille a été suspendue pour avoir mal fait son travail. Pourtant, elle le savait, elle, que ses tâches étaient accomplies. Après tout, elle était responsable du contrôle des bactéries dans un milieu où une simple gastro peut causer la mort d'un patient. Alors, tous les matins, elle partait avec son chariot et remplissait les distributrices à ras-bord. Et le matin de son congédiement avait pas été différent. Du désinfectant. Elle en avait mis dans toutes les pompes. Quelque chose clochait. Avant, un seul remplissage par jour suffisait. Mais depuis quelques jours, il fallait qu'elle fasse une 2e ronde en début d'après-midi parce que tout était déjà vide. Ça lui faisait plus de travail, oui, mais c'était plutôt bon signe. Les patients et les visiteurs prenaient les mesures d'hygiène au sérieux. Alors, quand on lui a signalé qu'elle avait mal fait sa job et qu'elle était suspendue, ça l'a vraiment fâchée. Mais aussi un peu inquiétée. Est-ce qu'un collègue vidait les contenants pour lui faire du tort? On ne sait jamais. Alors, pour en avoir le cœur net, la fille a décidé de mener sa petite enquête. Elle s'est cachée pour observer un de ses points de distribution. Après plusieurs minutes, il n'y avait toujours rien à signaler. Pas de réponse au mystère des pompes vides. Et c'est là, comme elle commençait à se décourager, qu'elle a aperçu un patient qui remplissait une gourde à même le distributeur. Il faisait le tour des distributeurs et les vidait un après l'autre. Comme elle se demandait bien ce que l'homme pouvait faire de tout ce désinfectant, elle a continué à le suivre, discrètement. Le gars s'en retourna à sa chambre sur un autre étage. Il en faisait des détours pour ramasser du désinfectant. Il aurait pu en prendre dans son secteur, là où elle n'était pas responsable. Il est finalement entré dans sa chambre sans complètement refermer la porte. Elle s'est approchée et l'a vu boire le désinfectant à grande lampée. Elle en revenait pas. C'est en se retournant qu'elle a tout compris. Elle était au 4e étage, là où se faisaient, entre autres, plusieurs cures de désintoxication. Et le désinfectant que le gars volait, c'était pratiquement de l'alcool pur. Après tout, qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un prend un coup? Santé! On a actualisé une vieille légende urbaine mélangée d'une vérité sur les histoires de robineux. Je pense que dans les années 70, on racontait des histoires de robineux. Même dans le temps qu'on appelait ça des robineux, d'ailleurs. On n'appelle plus ça des robineux maintenant, mais dans le temps, on appelait ça des robineux. Et le robineux rentrait à la pharmacie et volait des bouteilles d'alcool à friction ou de parfum. Il y a un fond de vérité là-dedans. Tristement, malheureusement, oui, certaines personnes en manque vont aller jusqu'à consommer ces liquides-là. Là, soudainement, sont apparus dans nos vies des bouteilles de Purell puis les autres marques de produits pour se nettoyer les mains. C'est à base d'alcool. Fait que là, on reprend ça puis on imagine quelqu'un qui est pogné en arrière puis qui est en train de sous la gueule en buvant ce gel-là. Puis où il y en a, c'est dans les hôpitaux. Ça, c'est définitivement pas une légende urbaine. Les gens qui boivent des alcools. Par exemple, la personne âgée confuse, si vous lui laissez un gel d'alcool sous le nez, il y en a qui vont le boire, c'est presque assuré. Si vous laissez des jeunes enfants en présence d'un pot de Purell ou d'un gel alcool, ils boivent de l'antigel, les enfants, parce que c'est sucré. Les alcools, souvent, sont sucrés aussi ou avec d'autres composantes. Donc, ça, c'est un problème à un point tel que dans les normes de santé-sécurité à Santé Canada, tout ce qui peut être consommé par des enfants, des adultes ou des personnes qui pouvaient être confuses doivent contenir souvent ce qu'on appelle du dénatonium, qui est une substance extrêmement amère qui rend ça absolument infect.
Et pourquoi? Bien parce qu'il est arrivé à plusieurs reprises dans le passé de voir des gens consommer ces produits-là alors qu'ils ne devaient pas le faire. Par exemple, moi, je me rappelle très bien à l'hôpital, on fournissait à des personnes itinérantes qui étaient soignées et qui présentaient des problèmes de bronchite un petit pot d'alcool dans lequel ils devaient cracher pour pouvoir faire une cytologie. Puis dès qu'ils se mettaient le petit pot d'alcool sous le nez, l'avalaient. Puis on aime ça quand on peut frapper sur du professionnel. Le professionnel, là, il est censé être parfait. Il marche droit, il n'a pas le droit à l'erreur. Fait que là, on est dans un univers, genre centre de désintoxication, un endroit où la personne a un problème avec l'alcool. Ben, tu y mettras pas un bar. Ben là, c'est l'équivalent d'un bar. Parce que c'est de l'alcool. Fait on a dans cette histoire-là là, un coupable. Ici, en partant, que ce genre de gel-là soit présent dans un étage où il pourrait y avoir des patients psychiatriques en phase instable, ça, en partant, ça présume qu'il y a un problème de sécurité qui a mal été évalué. Dans les accidents les plus farfelus que j'ai vus, c'est ce patient qui a un besoin impérieux de fumer. Il est en jaquette, il a les fesses à l'air, il fait moins 20 dehors. Et là, il décide d'aller fumer. Donc, comme c'est interdit dans l'hôpital, il doit sortir sur le seuil de la porte. Et à l'entrée, bien, il y a le petit monsieur qui force les gens à se décontaminer les mains avec le gel. Alors, lui, il arrive, il descend avec son poteau, il arrive à l'urgence, il met le gel dans ses mains, puis il sort à toute vitesse. Il prend même pas le temps de laisser sécher le gel, puis il allume la cigarette et ouf, les deux mains ils ont flambé. Et j'ai un peu l'impression que c'est un peu notre fantasme, nous, de vouloir éliminer toutes ces choses-là qui pourraient être dangereuses, qui pourraient donner un buzz pas légal, qui pourraient donner une évasion qui serait pas balisée. Puis, cette histoire-là de l'alcool qui disparaît, ben c'est un peu l'actualisation, en fait, je dirais la rationalisation de cette grande peur-là qu'on a de la liberté, peut-être. En fait, j'avais un vieux chimiste qui m'a dit, avec les alcools, imagine n'importe quoi. Il y a quelqu'un quelque part qui va le faire. Parlant de virus puis de bactéries, faut que je te raconte ça, ça pourrait te sauver la vie. Si tu reçois une enveloppe bleue sur laquelle c'est écrit « Cadeau de la Fondation Klingerman », fais le 911 immédiatement sans ouvrir l'enveloppe. Il paraît que ces enveloppes-là contiennent une éponge sur laquelle des terroristes ont mis un virus mortel. La guerre bactériologique qui appelle ça. Ce virus tue les gens instantanément. La police veut pas mettre les médias dans le coup pour éviter la panique, mais parle-en à tous tes proches. Et attention à ton courrier, vraiment. Au retour, vous pensez avoir attendu longtemps à l'urgence? Il y a un gars qui a attendu beaucoup plus longtemps que vous. Un sujet très inspirant pour les amateurs de légendes urbaines, c'est l'erreur médicale. Par exemple, avez-vous entendu celle-là? À Lille, en France, une grosse erreur d'identification aurait fait en sorte qu'une femme enceinte aurait perdu son bébé. Elle devait être opérée pour réduire les risques d'accouchement prématuré, mais on a confondu son dossier avec celui d'une femme qui venait se faire avorter. On a donc pratiqué l'avortement sur cette pauvre fille qui voulait juste mener sa grossesse à terme. Et savez-vous ce qu'il y a de pire avec cette histoire? C'est que c'est un fait réel qui s'est déroulé en mai 2011. Et on dit qu'il faut être naïf pour croire aux légendes. Comme celle-ci. Allez-vous y croire? C'est arrivé dans un hôpital de région assez loin de Montréal. Un homme y avait été transporté après avoir eu un malaise pendant qu'il faisait une randonnée à vélo. Les services d'urgence l'avaient amené à l'hôpital, mais sans même tenter de le réanimer. Puis, il avait été laissé sur une civière, dans un coin de l'urgence. Et là non plus, personne n'avait pris la peine de lui porter secours. À croire qu'il n'y avait rien à faire pour le sauver. Sa femme avait même été appelée. On lui avait dit que son mari avait très peu de temps à vivre et qu'elle devait se rendre à l'hôpital immédiatement. Elle avait peur que son mari ne survive pas jusqu'à son arrivée. Le médecin qui l'avait appelée semblait catégorique là-dessus.
C'était une question de minutes. Elle est arrivée à l'urgence très inquiète. Et en effet, le mari était décédé à l'arrivée de son épouse. La pauvre femme était sous le choc. Son mari n'avait pas d'antécédents graves ni de problèmes cardiaques. Elle veut savoir ce qui a bien pu le tuer, lui qui avait une très bonne condition physique. Elle comprenait pas du tout ce qui s'était passé. Elle en revenait tout simplement pas. Elle signe tout ce qu'on lui présente comme papier pour la suite des événements, mais elle veut une autopsie. Ça, c'est sûr et certain. Les résultats de l'autopsie n'allaient pas la rassurer. La cause de la mort était bien l'infarctus, mais un infarctus assez mineur, qui aurait pas dû tuer un homme de 40 ans en bonne santé. Un cycliste en plus, un sportif qui prenait bien soin de son alimentation. Mais ce qui a le plus étonné le médecin légiste dans cette histoire, c'est l'heure de la mort de l'homme. 14h43. Le patient avait été admis à l'hôpital à 13h38. Et son dossier spécifiait qu'il n'y avait eu aucune tentative de réanimation durant ce long laps de temps, à la demande du patient ou de sa famille. Le médecin rencontre alors la veuve pour lui faire part des résultats de l'autopsie. La femme contredit le rapport. Non, personne de la famille n'avait donné comme consigne de ne pas réanimer son mari. Personne ne le connaissait dans cet hôpital. Comment est-ce que cette consigne aurait pu être donnée? Et par qui? Son mari aurait dû être réanimé s'il y avait une chance de le sauver. Alors, qu'est-ce qui avait bien pu se produire pour qu'un tel malentendu se produise? C'est que l'homme portait sur lui un objet tout à fait banal, mais qui, dans le milieu hospitalier, avait une signification bien particulière. Il portait au poignet un bracelet de caoutchouc jaune acheté pour encourager une œuvre de charité. Un bracelet du même jaune que les bracelets utilisés dans les urgences et qui indique une volonté très claire de la famille ou du malade, ne pas réanimer. L'hôpital fait peur. On veut pas être malade, on veut pas aller à l'hôpital. Et ultimement, on sait qu'à l'hôpital, il y a plein de codifications, mais on comprend pas trop comment ça marche, l'hôpital. Et là est apparu dans nos vies, il y a quelques années, ces fameux bracelets-là de couleur pour appuyer des causes. Mais quand tu vas à l'hôpital, on te met des bracelets, puis on t'en met pas rien qu'un, là. Si t'es vraiment malade, là, tu réalises que t'en as un, puis deux, puis trois, manées, là. Fait qu'ils veulent dire quoi, les différents bracelets? Il y en a un que c'est mon nom. L'autre, c'est quoi? Les hôpitaux utilisent des codes de couleur pour s'adresser au personnel. Hein, on parle de codes de couleur pour désigner l'incendie, un arrêt cardio-respiratoire, un patient qui est agité, un déversement de produits toxiques. Donc, on utilise des codes de couleur pour diriger des réactions dans des cas d'urgence. On utilise rarement des codes de couleur quand on s'adresse aux patients ou aux individus. Pourquoi? Bien, d'abord parce que c'est pas tout le monde qui voit les couleurs de la même façon. Hein, un daltonien peut très bien mal percevoir une couleur et pourrait porter un mauvais geste auprès d'un patient. Donc, quand on parle de code de couleur dans les hôpitaux, c'est des directives au personnel, mais aussi, la nuit, on va faire fonctionner des lumières, souvent, de cette couleur, des couleurs en question, pour éviter d'avoir à réveiller les patients parce qu'on a eu un déversement à un endroit X ou Y où on a eu tel problème. On veut respecter les volontés des gens, là. On en parle, c'est dans le débat public, là, de dire que moi, si j'arrive à l'hôpital, ben dans mon testament de vie, je veux pas qu'on me réanime, puis tata. Ben, ça se pourrait qu'on dise, pour être sûr que la personne, on le réanime pas, on y met un bracelet jaune. Il y a effectivement des gens qui choisissent, des gens très, très malades, qui choisissent d'être identifiés afin de ne pas être réanimés s'il leur arrive quelque chose. Puis j'ai connu un jeune garçon qui, à l'âge de 17 ans, était tellement avancé dans sa maladie, qui était la sclérodermie, qui portait en tout temps sur lui, puis il n'était pas à l'hôpital, là, il portait en tout temps sur lui, non pas un bracelet, mais c'était un formulaire qui faisait partie d'une procédure hospitalière qu'il avait signé, c'était approuvé par son médecin, c'était approuvé par ses parents aussi, puis qui portait en tout temps, comme ça, si
Sa maladie était tellement avancée, tellement grave que s'il perdait conscience, il perdait connaissance, même des ambulanciers n'avaient pas le droit de le réanimer. Donc, cette histoire-là de bracelet m'a fait penser à ça. Je me dis que c'est sûrement pas très loin de la vérité, là, de ce qui peut être possible de voir. Les directives, en général, hospitalières sont celles-ci, c'est-à-dire que tant que la personne n'est pas connue, on procède à la réanimation. Il faut qu'elle soit déjà venue dans l'hôpital et qu'elle ait signifié à l'hôpital qu'elle ne veut pas être réanimée. Et là, à ce moment-là, on va non seulement vérifier si son bracelet le porte, sur lequel il pourrait être marqué « ne pas réanimer », mais en plus qu'elle est connue dans l'hôpital. On voudrait surtout pas voir quelqu'un arriver avec sa belle-mère ou son beau-frère qui aurait assommé, mis un bracelet, puis zoup, on le laisse crever. Ça, on voudrait pas voir ça. Et les personnes inconnues vont toujours presque de façon systématique se faire réanimer. C'est pour ça qu'une histoire comme ça pourrait peut-être, mais si ça arrive, c'est à l'encontre des directives nord-américaines. Et on a peur, ultimement, à ce qui va nous arriver quand on sera inconscient. Parce que quand on arrive à l'hôpital, ultimement, là, ils vont nous endormir pour nous opérer ou nous donner des pilules pour mieux dormir. Bref, il y a un bout de temps où on va être drogué, pas trop conscient de ce qui va se passer. Ça fait peur, cette histoire-là. Puis on a tous vu dans les journaux quelqu'un qui rentre à l'hôpital pour se faire enlever les amygdales, puis finalement, on y a enlevé le foie, il y avait mal au pied gauche, on y a amputé la jambe droite. Il y a malheureusement, pour vrai, des histoires d'horreur comme ça qui arrivent. Peu, par chance. En 2004, j'ai fait un reportage sur les chirurgies esthétiques, où moi-même, je me faisais passer pour une cliente là, qui visitait des chirurgiens esthétiques. Puis à ce moment-là, j'ai pris connaissance d'une histoire qui m'a vraiment renversée. C'est un chirurgien esthétique qui devait faire une chirurgie toute simple, c'est-à-dire une liposuction. Sa patiente avait vraiment une cuisse un peu plus grosse que l'autre. Puis il voulait simplement égaliser ça. Donc le chirurgien, pour lui, c'était une opération de routine, là. Donc, sauf que au moment de l'opération, il s'est trompé de jambe. Il a liposuctionné la mauvaise cuisse, qui a accentué le déséquilibre. Ça ressemble à une légende urbaine. Tu te dis, mon Dieu, ça peut pas arriver au Québec, alors que nos médecins sont bien formés et tout ça. Mais bon, il y a des bons et des mauvais médecins, comme il y a des bons puis des mauvais policiers. C'est comme si on donnait notre destin dans la main de gens d'une profession qui sauve bien des vies, mais qui n'a pas les réponses à tout. Ça nous renvoie à nos responsabilités face à ce qu'on mange, face à notre mode de vie. On aime bien mieux dire que là, il n'y a pas de place à l'urgence, les cliniques sont pleines, il faut de la médecine privée, Bien, si on était plus en santé, on n'aurait peut-être pas besoin d'aller aussi souvent à l'hôpital. On a peur que des choses comme ça nous arrivent quand on ne sera pas là pour se défendre. Et pire, dans ces moments-là, on dirait qu'ils font exprès puis ils enlèvent tous nos proches. Tu sais, ton chum puis ta blonde, puis ton père puis ta mère peuvent pas être là. Tu sais, tu pars avec les étrangers dans la pièce, dans la salle d'opération, ils ferment la porte. Te drogue. Bon, tu sais, là, on peut aller bien loin avec ça. Je sais pas si c'est vrai, mais ça fait quelques fois que j'entends cette histoire-là. Ce serait arrivé à une mère de famille qui devait se rendre à l'hôpital avec son bébé qui avait mal aux oreilles. Comme il y avait beaucoup de monde à l'urgence, la mère et le bébé allaient devoir attendre. Mais quelques minutes après leur arrivée, le bébé arrête de pleurer. Pas parce qu'il a plus mal, non. Parce qu'il est mort. Le médecin se précipite sur le bébé et remarque quelque chose dans l'oreille gauche du poupon. Une araignée. L'autopsie a démontré que l'araignée était entrée dans l'oreille gauche de l'enfant et avait traversé sa tête pour ressortir finalement de l'autre côté. D'abord, pour comprendre qu'une araignée rentre dans une oreille, elle rentre dans une cage osseuse. Donc, il faut que votre araignée là, ait un marteau-piqueur pour passer à travers l'os. Puis après ça, il faudrait qu'elle passe à travers le cerveau pour se rendre jusqu'à l'autre oreille. Et pour se rendre jusqu'à l'autre oreille, et après ça, refaire une série de trous dans la mastoïde de l'autre côté, donc de l'autre oreille, et pour ressortir. Ça, moi, je me rappelle pas d'avoir vu une araignée avec un marteau-piqueur encore.
Après la pause, une femme de ménage qui en fait plus que le client en demande. Ce que l'on mange et ce que l'on boit. Excellent sujet de légende. Parce qu'on mange et on boit tous, et que très souvent, on ne sait pas trop ce qui se retrouve dans nos assiettes. Les listes d'ingrédients sont longues et compliquées. Et est-ce qu'on les lit vraiment? Alors, on s'étonne à peine quand une manchette nous informe que du plastique a été retrouvé dans du lait maternisé. D'ailleurs, ce lait pour nourrissons fait l'objet de plusieurs légendes. Par exemple, un bébé du Wyoming serait mort après avoir bu son lait maternisé. En effet, le bébé de 11 mois commençait à peine à se traîner, et après avoir bu son lait, il s'est rendu jusqu'à la gamelle du chien où il aurait mangé quelques croquettes. Eh bien, le mélange aurait créé des gaz si puissants que l'estomac du bébé aurait littéralement explosé. Merci au Wyoming d'exister et à l'Idaho. Il me semble que toutes les histoires viennent de là. On parle d'une crainte. Tu sais, t'as peur de tout quand t'as un enfant parce qu'il faut que tu le protèges de tout. Ça, je vais vous dire, ce genre de mélange explosif-là aurait plus de chances, quant à moi, d'arriver chez un adulte que chez un bébé. Parce qu'il faut comprendre que les gaz qui peuvent être produits dans le tube digestif sont en général des gaz qui viennent de la fermentation des aliments. Or, la fermentation des aliments est faite dans le tube digestif par des bactéries. Et les enfants n'ont pas le même profil bactérien en général, surtout quand ils sont très petits. C'est pour ça que ça serait surprenant, là, ce que vous me racontez là, de voir ça. Bien, s'il est petit puis il mange une grosse croquette de chien, il va peut-être s'étouffer. Il va peut-être mourir. Fait qu'il y a peut-être eu, à quelque part, dans l'actualité, à un moment donné, tristement, un enfant qui est décédé parce qu'il a mangé de la bouffe de chien alors qu'il n'était pas surveillé. Puis là, ben là, mélange l'histoire de boire le lait avec, puis là, ben, je joue un cocktail là, qui fait que ça peut partir bien en masse. Dans une édition précédente de Légendes urbaines, on vous avait présenté cette femme de ménage qui travaillait dans un hôpital. Elle avait la fâcheuse habitude de débrancher le respirateur pour brancher son propre aspirateur, provoquant ainsi la mort des pauvres patients de la chambre 15C. Eh bien, dans notre prochaine légende, la femme de ménage n'est pas aussi stupide, bien au contraire. La plupart des gens ont des drôles de comportements quand ils engagent une femme de ménage. Il y a des gens qui font le ménage avant qu'elle vienne, et il y en a d'autres qui restent plantés là à la surveiller pendant qu'elle travaille, de peur d'être volés. Ils sont pas capables de lui faire totalement confiance. Comme ce qui serait arrivé à une fille récemment. Puis elle, ce qui est arrivé, c'est pire que d'être volée. Elle venait d'engager une nouvelle femme de ménage. Elle l'avait trouvée dans les annonces d'un hebdo local. Elle avait l'air bien correcte, puis elle chargeait pas trop cher. Au début, la proprio suit la femme de ménage pratiquement pas à pas. Elle est toujours par-dessus son épaule à s'assurer que tout est beau. Au bout d'un certain temps, elle en vient à la conclusion qu'elle n'avait aucune raison de se méfier. Alors, elle lui remet une clé. À l'avenir, le ménage pourra se faire sur semaine pendant qu'elle est au travail. C'est tellement plus pratique comme ça. Puis, quelques semaines passent. Chaque fois qu'elle revient du travail, elle fait le tour de la maison pour s'assurer que rien n'a disparu et que la femme de ménage n'a pas fouillé dans ses affaires. Il y a des limites à la confiance, quand même. Elle a mis un petit trait sur les bouteilles d'alcool, une espèce de repère pour voir si la dame s'était pas servi un petit shot de scotch ou de vodka. Mais rien disparaissait, pas même une gorgée de cognac. Et elle semblait pas fouiller non plus. C'était facile à vérifier puisqu'elle avait placé un petit collant pour voir si les tiroirs avaient été ouverts. On n'est jamais trop prudent. Non, la femme de ménage fouillait pas dans ses tiroirs. Quand elle faisait le lavage, elle laissait le linge bien plié sur le coin du lit. C'était ça la consigne. Alors, comme tout allait bien, la fille a commencé à relaxer et à relâcher sa vigilance. Jusqu'au jour où elle a découvert quelque chose de vraiment très bizarre. En rangeant la lessive, elle a remarqué qu'effectivement, rien disparaissait. C'était plutôt le contraire. Des vêtements inconnus étaient apparus dans la pile de linge. Des boxers d'hommes qui avaient vraiment pas d'affaires là. À qui appartenaient ces vêtements-là? Elle allait le découvrir au retour de la pause. Avant la pause, une proprio engageait une femme de ménage pour la première fois. Méfiante, elle espionnait le travail de son employé et lui tendait même des pièges pour voir si elle fouillait. Mais non, la dame était sans reproche.
jusqu'au jour où la proprio a découvert des sous-vêtements d'hommes inconnus dans sa pile de linge. Plutôt que de confronter la femme de ménage, elle a décidé de placer une caméra de surveillance dans son appart. Et ce qu'elle a découvert l'a, disons, déstabilisée. En fait, la fille s'est rendue compte que la femme de ménage ne faisait pas que le ménage. Elle avait un petit à côté pas mal plus payant que ses honoraires d'aide domestique. Elle louait l'appartement à des couples qui cherchaient un endroit incognito pour faire autre chose avec les draps que de les laver. Ça me fait penser, quand j'étais enfant, ma mère, on avait une femme de ménage. On l'a pas eu longtemps. Elle venait le mercredi. Le mardi soir, ma mère faisait le ménage. Parce qu'il faut pas qu'on aille la cochon, la femme de ménage, elle vient. Puis le lendemain, elle bougonnait, puis elle refaisait le ménage dans le dos de la femme de ménage. Pas une fille qui va accepter de dormir dans les draps sales d'un autre. Encore bien moins son lit à elle qui a été sali par quelqu'un d'autre. Fait que là, c'est le climax de l'impossible, là. Cette femme de ménage-là, ben c'est un peu, comment dire, c'est l'inconnu. C'est le fait que ces gens-là, ben ils peuvent faire des mauvais coups parce qu'ils sont pas payés cher, parce que ils peuvent pas faire d'autres choses. C'était pas passé dans le téléphone arabe. Peut-être qu'elle est vraie, d'ailleurs, cette histoire-là. Peut-être que non. Mais peut-être qu'il y a une histoire originale d'une femme de ménage qui servait, je sais pas, moi, de sa... Mettons, disons qu'elle est massothérapeute, puis qu'elle profite qu'elle a fini son ménage pour apporter sa table de massothérapie, puis elle fait des massages, disons, non sexuels. Mettons ça au mieux. Et que les propriétaires apprennent ça, et que là, ils tombent finalement sur un homme dévêtu sur le ventre, puis bon, la femme de ménage est en train de lui faire un massage sur le dos. Bon, ça se discute. On peut pas dire que c'est totalement pas bon ou totalement bon. Quand on laisse sa maison à quelqu'un, on a toujours des doutes, toujours des craintes. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme de ménage, quand je suis pas là? Elle fouille-tu dans mes affaires? Elle essaye-tu mon linge? Elle regarde ses photos? Elle doit faire tout ça. Fait que là, tu le sais qu'elle fait, fait que ça t'achale. Fait que là, tu te dis, je devrais pas en avoir une. Mais là, l'ultime, c'est qu'elle transforme ta maison en motel de passe, puis que, sans que tu le réalises, tu te couches avec un poil qui ne t'appartient pas. Moi, je pense que toutes les histoires de femmes de ménage, c'est des légendes urbaines. Parce qu'on a tellement peur qu'il se passe de quoi que on se raconte à peu près n'importe quoi. Mais moi, les filles que je connaissais qui faisaient du ménage, ben il n'y a rien arrivé, là, je veux dire. S'il y a une place où il n'y a pas d'histoire, c'est là. Tu rentres à quelque part, t'es poussette, tu passes la balayeuse, tu changes les draps, puis tu retournes chez vous. Puis tu peux pas rien faire. Si, là, il y a de quoi qui disparaît dans la maison, allô, c'est qui le coupable? Il y avait une étrangère dans la maison dans la journée. Fait qu'il n'y a pas une fille qui va commencer à voler puis faire des niaiseries, là. C'est sûr que tu vas te faire pogner, là. Un enfant de 5 ans a compris ça. C'est sûr que la femme de ménage, elle l'a compris, là. Je pense qu'on pourrait en discuter avec plusieurs policiers. C'est que c'est souvent des membres de la famille même, le fils qui est décidé de faire un party la nuit sans avertir personne, ou encore un cousin ou quelqu'un de la famille immédiate qui lui aussi a les clés, qui vient, ou un ami même du propriétaire qui revient. Si j'avais des gageures à faire en général, dépend encore une fois du type de personnel qu'on engage et d'où il vient et de ce qu'on connaît, mais généralement, c'est les membres des familles, souvent, qui sont les responsables des dégâts qu'il peut y avoir. Les légendes urbaines de monde qui ont peur, qui font des niaiseries, c'est vrai. Là, la quantité de gens qui doivent... Puis là, je vais en dire, puis il y a du monde qui nous écoute, qui vont faire des petits sourires, là, qui jouent dans le pot de change, mais tout croche, là, mais qui savent que sur le dessus, il y avait un 25 cents de 1972, un petit peu orienté de même, avec un 500 de 1965, on voyait un petit peu le castor, juste pour être sûr qu'elle a-tu joué dedans. Pour la piéger. Parce que c'est sûr que c'est une ennemie. C'est sûr qu'elle va faire des problèmes. Qu'elles travaillent dans des maisons ou des chambres d'hôtel, qu'elles servent des petites familles ou des magnats de la finance, les femmes de ménage sont souvent victimes d'une réputation qu'elles ne méritent pas.
Si elle pouvait à la fois faire le ménage de nos maisons et de nos préjugés, ça mettrait fin à bien des légendes urbaines. Car ce qui nourrit ces mythes de la grande ville, c'est d'abord l'incompréhension.